Imaginais-tu que pour faire la cascade où Marty est traîné par le cheval de Buford, le cascadeur et, dans certains plans Michael J. Fox lui-même, sont en réalité traînés par le petit kart qui servait à doubler Benny le taxi dans le film Roger Rabbit. Savais-tu que dans la scène où Marty est pendu par Biff, l'acteur Michael J. Fox aurait pu réellement mourir? En effet, dans son autobiographie, il révèle qu'à cause d'un problème de timing, lors de la scène, il devait rapidement passer ses mains entre la corde et son cou, sauf que la corde s'est finalement retrouvée directement autour de lui et il s'est évanoui durant 30 secondes. Heureusement, le réalisateur Zemeckis a compris que ce n'était plus un jeu d'acteur et il est intervenu rapidement. Lorsque Doc tire sur la corde, c'est un clin d'œil au film de 1966, Le Bon, la Brute et le Truand, dans lequel le personnage que joue Clint Eastwood tire de la même manière sur la corde avec laquelle Tuco est suspendu. Si tu as vu les films Retour vers le futur avant les sorties Blu-ray et non sur un écran large, tu avais peut-être remarqué ce cow-boy en short bleu. Oui, lui qui court à côté de Marty avec une caméra. Dans l'atelier de Doc en 1885, on peut voir différentes planches d'illustration, de gravures, comme celle-ci, montrant les phases de la Lune, et celle-ci, montrant des appareils de mesure et d'expérience en électromagnétisme publiés dans The Iconographic Encyclopedia of Science, ou encore celle-là, de Johann Georg Eck, issue de la même encyclopédie. Comme il le dit à Clara, Doc s'adonne vraiment à toutes les sciences. Quel genre de scientifique? À vrai dire, je m'adonne à toutes les sciences. Hé, Doc, faut qu'on y aille là. Tu sais que Doc a toujours eu l'habitude de nommer ses chiens avec des noms de savants. Einstein en 1985 Oh, Einstein, petite crapule. et Copernic en 1955. Copernic, allez, viens mon garçon. Mais savais-tu qu'en 1885, il a aussi nommé de façon insolite ses chevaux? Au moment où Doc utilise son réfrigérateur dans son atelier, tu avais peut-être remarqué qu'on voit le nom qu'il a donné à ses chevaux écrit juste au-dessus de leur box. Les 3 chevaux de Doc s'appellent Galilée, Archimède et Newton, du nom des savants italiens, grecs et britanniques. D'ailleurs, notons que les animaux de Doc dans la saga Retour vers le futur sont tous de véritables héros. Tout d'abord le chien Einstein, qui en 1985 est le tout premier être vivant à voyager dans le temps, puis le chien Copernic, qui en 1955 découvre la tombe de son maître Doc et permet ainsi de le sauver. Et enfin, les chevaux de Doc en 1885, Archimède et Galilée, qui ont été très utiles pour sauver Clara dans l'épisode du ravin. Et c'est aussi Galilée qui a permis à Clara de rattraper la locomotive à la fin du film. Doc Brown se sert d'un verre mesureur pour boire son fameux thé glacé. Un thé glacé. Il s'agit d'un bécher identique à ce modèle, produit par la Armstrong Cork Company, et qui fut fondé en 1901. C'est donc un anachronisme. Non merci. C'est un réfrigérateur. Au cours de leur expérience pour tirer la voiture avec des chevaux, Doc dit à Marty « On perd notre temps, Marty. Même le cheval le plus rapide du monde ne peut atteindre plus de 35 ou 40 miles à l'heure. » Alors puisque Doc sait très bien cela, pourquoi ont-ils quand même mené cette expérience ? En réalité, ils ne faisaient pas qu'effectuer une simple expérience. Ils utilisaient surtout les chevaux pour ramener la DeLorean à Hill Valley depuis la grotte et ils ont simplement profité du trajet pour tenter le coup et voir à quelle vitesse les chevaux pouvaient tirer la voiture. D'ailleurs, t'es-tu déjà demandé comment Doc et Marty ont fait pour déplacer la DeLorean en plein Hill Valley sans se faire remarquer par les villageois, sachant que l'atelier de Doc est en plein milieu de la ville ? Eh bien, une scène coupée, dont il semble ne rester comme vestige qu'une seule photo que voici, montrait que Doc et Marty avaient attendu la nuit et après avoir déguisé la voiture avec une bâche et des roues de chariot, ils sont passés subtilement devant le saloon jusque chez Doc. Ils ont donc été discrets, oui, même si on se rappelle que des dizaines d'Indiens ont vu la voiture temporelle. Au fait, tu sais qu'en 1885 il coexiste 2 DeLorean, celle avec laquelle Marty revient pour sauver Doc et celle cachée dans la mine par Doc et qui sera retrouvée en 1955. Mais alors, t'es-tu déjà posé cette question ? Lorsque Marty explique à Doc que le réservoir est percé et qu'il faudrait faire le plein, pourquoi le Doc de 1885 n'a pas tout simplement récupéré l'essence de celle cachée dans la mine et évité ainsi toute l'histoire avec le train ? Eh bien Doc a sûrement éliminé cette option parce que, comme l'expliquent les scénaristes, au moment où il a prévu de stocker la DeLorean pour 70 ans, il a dû enlever l'essence de la voiture, sûrement parce qu'il pensait que ça pouvait abîmer le réservoir. D'ailleurs, le Doc de 1955 dit bien à Marty « J'ai rempli le réservoir d'essence !» ce qui prouve que le réservoir était vide. Eureka. Seule erreur commise par Doc, il n'a pas pensé à conserver l'essence qu'il a extraite du véhicule. Probablement pour ne pas posséder quelque chose en 1885 qui aurait pu Déchirer le tissu même du continuum espace-temps, provoquant la destruction totale de l'univers.
Avais-tu remarqué que lorsque Doc et Marty parlent avec le chauffeur de train, on aperçoit l'horloge de l'hôtel de ville en train d'être déchargée derrière eux et elle indique 8h30, ce qui est un clin d'œil à l'heure où Marty arrive sur la place de Hill Valley en 1955. De la même façon, dans la scène suivante, au moment où Doc et Marty sont devant une carte de la ville et discutent du ravin Shonash, on voit à nouveau l'horloge derrière eux, en plus de Clara Clayton juste ici. Et ce coup-ci, les aiguilles sont positionnées sur 10h04, l'heure à laquelle la foudre s'abattra sur elle en 1955. L'horloge nous fait enfin un troisième clin d'œil. Quand Doc et Marty se font prendre en photo devant elle pour l'inauguration, elle indique cette fois 8h08, ce qui est une subtile référence aux 88 miles à l'heure qu'il faut atteindre pour voyager dans le temps. Le nombre 88 se cache aussi ailleurs et apparaît en filigrane dans la trilogie. Si on compare les dates d'assassinat de George McFly et de Doc, en 1973 pour George et en 1885 pour Doc, eh bien 88 ans séparent ces deux dates. C'est pas croyable. Quand Marty et Doc se rendent compte de l'inexistence du pont au-dessus du ravin et que Marty commence à douter du plan, Doc lui fait cette remarque. Tu n'arrives toujours pas à raisonner en 4 dimensions. Cette réplique, avec le « toujours pas », Tu n'arrives toujours pas à raisonner en 4 dimensions. est très étonnante venant de Doc, car la dernière fois qu'il a dit cela à Marty, c'était en 1955, au milieu du cinéma en plein air. Marty, il te faut penser en 4 dimensions. Cela voudrait donc dire que Doc se souvient de cela, puisqu'il lui dit « tu n'arrives toujours pas ». En réalité, c'est tout simplement les traducteurs français qui se sont un peu trop avancés en plaçant le mot « toujours » dans la réplique de Doc, mot qu'ils ne prononcent absolument pas dans la version originale. You're just not thinking fourth dimensionally. L'actrice Mary Steenburgen, qui joue le rôle de Clara Clayton Brown, une fan de Jules Verne qui nomme ses enfants Jules et Verne, est née un 8 février, tout comme Jules Verne. Il est amusant aussi de remarquer que dans le film, Mary Steenburgen incarne Clara Clayton, une femme du 19e siècle qui tombe amoureuse d'un voyageur temporel du 20e siècle, et dans le film de 1979, C'était demain, elle incarnait Amy Robbins, une femme du 20e siècle qui tombait amoureuse d'un voyageur temporel du 19e siècle. Lorsque Doc et Marty lisent la pierre tombale de Doc, il est écrit « Regret éternel avec toute l'affection de sa bien-aimée Clara ». Cependant, elle était censée mourir dans l'accident du ravin, qui n'a été évité que parce que Marty et Doc étaient là pendant qu'ils cherchaient comment retourner à leur époque. Donc, puisque Clara aurait dû mourir, elle n'aurait jamais pu tomber amoureuse de Doc et figurer sur sa tombe. Eh bien, Doc pourrait répondre aux spectateurs qui pensent cela. Il te faut penser en 4 dimensions. Et oui, la vraie raison pour laquelle Clara n'est pas tombée dans le ravin était l'arrivée de Doc en 1885, pas celle de Marty. Dans la première timeline, Doc avait bien été la chercher à la gare comme le maire lui avait demandé. Vous êtes porté volontaire pour aller chercher la nouvelle institutrice à la gare quand elle arriverait. Oh oui. Et c'est à cause de l'arrivée de Marty que Doc a oublié de le faire. Mais cela a soulevé une autre question intrigante. Comment expliquer que Clara ne soit pas tombée dans le ravin, qu'elle a érigé la pierre tombale de Doc après le 7 septembre, et que pourtant le ravin s'appelle Clayton en 1985. Après tout, mademoiselle Clayton a failli finir au fond du ravin Clayton. Le scénariste Bob Gale a répondu à cette question et explique que le 15 septembre 1885, désemparée par la mort de Doc, Clara s'était suicidée en sautant dans le ravin et qu'en signe de sympathie, les habitants de Hill Valley avaient décidé de nommer le ravin en sa mémoire. D'ailleurs, quand la DeLorean avec Marty arrive sur les rails en 1985, on voit un panneau indiquant que le pont s'appelle Eastwood Ravine. On en conclut qu'en 1885, tout le monde croit que c'est Clint Eastwood qui est mort en s'écrasant au fond du ravin. Et ce ne peut être que Doc qui a fait passer cette info dans Hill Valley. Le livre sur lequel Doc avait écrit Start Here, lorsqu'il expose son plan à Marty grâce à sa maquette, était un guide routier que Doc avait déjà utilisé en 1955. On le voit le tenir ici sur son vélo. Ce qui explique pourquoi ce livre, publié en 1951, se trouve ici en 1885. Mais le livre sur lequel Doc a écrit Point de non-retour est aussi un livre qui ne devrait pas être là en 1885. Sauf que pour celui-là, il n'y a aucune explication. En effet, ce livre a été publié en 1914. C'est un recueil d'histoires de contes et de fables pour enfants. Ça pourrait être Doc qui l'a mis dans sa valise en 1985 quand il allait partir dans le futur. En effet, cette valise doit être toujours restée dans la DeLorean puisque Doc est parti en 2015 à la fin de l'épisode 1 avec la valise. Le modèle miniature de la DeLorean utilisé dans le film pour la maquette de Doc a été fabriqué en métal avec des douilles de fusil de chasse usagées. Cet objet fut vendu aux enchères en 2011 pour $30 000. C'est la simplicité même.
Le feu d'artifice qui explose devant l'hôtel de ville lors de l'inauguration est bien entendu placé de façon à rappeler la foudre qui s'abattra sur lui en 1955. Le photographe qui prend en photo Doc et Marty à la kermesse n'est autre que Dean Cundey, le directeur de la photographie du film. Robert Zemeckis raconte que lorsque le groupe ZZ Top est arrivé sur le plateau pour jouer leur scène à la kermesse, des membres de l'équipe ont d'abord cru qu'il ne s'agissait que de figurants, avant de réaliser que c'était bien le légendaire groupe de rock. Michael J. Fox explique qu'il a adoré tourner avec eux, car ils jouaient toujours des morceaux de blues avec des guitares acoustiques et ils faisaient des petites séances d'improvisation entre les prises. La chanson Double Back a été spécialement écrite par ZZ Top dans le film Retour vers le futur 3 et a non seulement été numéro 1 dans les charts de radio de rock durant 5 semaines, mais également nommé pour un MTV Video Music Award en 1990 pour la meilleure vidéo d'un film. Ça a un tempo qui donne envie de danser. Lorsque le vendeur de revolver fait sa promotion, on l'entend vanter les mérites des nouveaux produits de la manufacture du colonel Samuel Colt. Grâce aux nouveaux produits de la manufacture d'armes à feu du colonel Samuel Colt. L'industriel américain Samuel Colt a inventé le revolver en 1832, à l'âge de 18 ans. Pouvant se porter à la ceinture, le Colt a connu un grand succès et est devenu une des armes les plus vendues. Alors qu'il y eut beaucoup de cascades périlleuses durant l'épisode 3, c'est la scène de danse très dynamique de la kermesse qui fut la plus dangereuse pour Mary Steenburgen, qui se déchira un ligament au pied. Elle finit de tourner les scènes avec un bandage. Après l'altercation avec Buford à la kermesse, on peut apercevoir brièvement sur le côté gauche un système de sonorisation moderne. Alors que Strickland a échappé à la mort dans le 1985 alternatif, une scène coupée dans l'épisode 3, jugée trop dure pour un film familial, montrait Buford Tannen abattant le Marshal Strickland d'une balle dans le dos, alors que ce dernier lui barrait la route, l'empêchant d'aller au duel contre Eastwood. Agonisant dans les bras de son fils, Strickland lui demandait de se souvenir de ce mot. Discipline. C'est donc parce que le Marshal Strickland est censé être mort que c'est son adjoint et non lui qui vient arrêter Buford à la fin après le duel. On note d'ailleurs que lorsqu'il lui cite la raison de son arrestation, le plan caméra sur lui est coupé pour pouvoir changer la réplique originelle. Alors qu'il lui disait normalement « Buford Tannen, au nom de la loi, je vous arrête pour le meurtre du Marshal », au moment où il dit « pour », Je vous arrête on voit un plan sur Doc et Marty et la réplique est remplacée par un doublage disant pour l'attaque de la diligence de Pine City. puis l'image revient sur lui. Marty lance le plat à tarte sur Buford Tannen pour l'empêcher de tuer Doc, qui prend la balle dans le chapeau. Et juste avant, il a remarqué que le plat portait l'inscription « Frisbee ». En 1871, la Frisbee Pie Company livrait des tartes sur des moules que les étudiants sur les campus se lançaient pour s'amuser. Frisbee. Ah, ça m'éclate. Dans le film, les réalisateurs ont voulu montrer que c'est Marty qui inventa le lancer de frisbee, tout comme il inventa le skate sans chariot dans l'épisode 1 et le rock'n'roll avec sa chanson qui inspira directement le cousin de Marvin Berry, Chuck Berry. Check, check, c'est Marvin. Oui, ton cousin Marvin Berry. Écoute ça. Une causalité amusante qui semble avoir changé depuis la sortie de l'épisode 3 est celle impliquant le fait que Lorraine décidait d'appeler son deuxième garçon Marty, diminutif de Martin, parce que le prénom de Marty qu'elle rencontra en 1955 lui avait plu. Marty. C'est un si joli nom. Or, il semble que Marty porte en réalité ce prénom à cause de son arrière-arrière-grand-oncle Martin, Attendez une minute là, attendez, vous avez un frère qui s'appelle Martin McFly? celui dont lui parle Seamus McFly et qui redoutait que les gens le prennent pour un froussard. Et on l'a retrouvé avec un poignard planté dans l'estomac dans un saloon de Virginia City. D'après le film, cette scène vue du ciel est celle de la nuit du samedi 5 septembre 1885. Doc et Clara y observent une lune gibbeuse décroissante. Seulement, selon le calendrier lunaire perpétuel ci-dessous, ces derniers n'auraient pu voir en réalité, depuis la Californie, qu'un petit croissant de lune, bien moins propice pour Clara, c'est sûr, à une leçon de géographie lunaire. Notons ce joli détail, c'est à 11 ans que Doc s'est passionné pour la science, il le dit à Marty dans la mine au début du film. J'avais 11 ans quand j'ai lu pour la première fois 20 000 lieues sous les mers. À ce moment-là, j'ai pris conscience que je devais consacrer ma vie à la science. Et c'est également à 11 ans que Clara a reçu son télescope de la part de son père, comme elle l'explique à Doc sous la lune, ce qui lui a également donné goût aux sciences. Quand j'avais 11 ans, j'ai eu la diphtérie. Mon père a acheté ce télescope et il l'a posé à côté de mon lit pour que je puisse voir par la fenêtre. D'ailleurs, un autre détail, et pas des moindres, lie Doc et Clara. Ils forment un couple qui n'aurait normalement pas dû être en vie. Non pas à cause des époques différentes, J'arrive du futur. mais à cause du fait qu'ils sont censés mourir tous les deux dans leur timeline originelle. Doc tué par les Libyens,
et Clara, tuée par sa chute dans le ravin. Finalement, contrairement à ce que dit Doc, J'aimerais n'avoir jamais inventé cette machine infernale. la machine n'est pas si infernale que ça et elle réunit un des couples les plus romanesques du continuum espace-temps.